Donc c'est sur cela que je voulais attirer l'attention des uns et des autres, avant que le conférencier alors nous donne toute la saveur, toute la portée et tout le contenu et nous édifie de plus. Donc à tout Seigneur, tout honneur, monsieur le conférencier, vous avez la parole. Merci. En me présentant tout de suite, je crois qu'il a omis quelque chose. Je suis aussi membre du MBDHP, je suis militant du MBDHP et je n'ai pas de responsabilité d'une responsabilité quelconque dans le bureau, mais je suis un militant des premières heures. Je suis même, je peux dire, membre fondateur du MBDHP, que j'ai quitté même le premier jour de la création pour revenir peut-être 2 ou 3 ans plus tard à cause de certaines divergences. Cela dit, je reste à votre disposition et je compte beaucoup sur les questions. Il n'y a pas de restriction. Je suis prêt à répondre à toutes les questions possibles, autant sur ma vie privée, sur moi-même, sur mon œuvre, sur tout ce que vous voulez. Nous sommes dans une conférence et comme il le disait, nous sommes en processus démocratique et c'est l'occasion qui est donnée pour répondre à toutes les questions. Si vous n'avez pas peur de les poser, moi je n'aurai pas peur de les répondre. Voilà. Je n'aurai pas peur de... Donc, je vous invite à... Soyons francs, parce que tout ce blablabla, comme Laurent Bado le disait, la démocratie c'est dans la tête de chacun. Autant vous vous sentirez libre, autant vous serez libre. Si vous faites la restriction à votre esprit, si vous-même vous mettez la barrière, il y aura la barrière. Personne n'enlèvera cette barrière. Alors cela dit, je vous propose le plan suivant. Le rôle de la presse dans le processus démocratique, le cas du Burkina, je vais vous proposer d'abord, en un premier temps, de vous expliquer le rôle de la presse dans la démocratie en tant que telle. Et par comparaison et par analogie, nous reviendrons à notre propre cas afin de mieux comprendre. Parce qu'il faut cet éclairage-là. Qu'est-ce que la presse dans une démocratie? Quand je dis une démocratie, il faut entendre le mot dans toute sa plénitude. C'est-à-dire un régime, une société où on crée l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire vous avez le législatif, l'exécutif, le judiciaire. L'équilibre des pouvoirs. Parce que tout pouvoir concentré s'appelle une dictature. Même si c'est dans votre foyer, si le pouvoir est concentré, là où il est concentré, il est dictatorial. Ça, c'est par essence. Tout pouvoir concentré est dictatorial. Même si c'est dans votre collège. Si le surveillant ne peut pas jouer son rôle, ou bien si c'est le balayeur qui est à la porte là qui ne peut pas jouer son rôle, et tout se réfère au directeur, c'est un pouvoir dictatorial. N'importe où que vous soyez. Même si vous vous mettez à 3, et qu'il n'y a qu'une seule personne pour décider de l'avenir des 3, c'est un pouvoir dictatorial. Donc tout pouvoir concentré est dictatorial. La démocratie, donc par essence, est la société où on crée l'équilibre des pouvoirs. Alors, quel est le rôle de la presse dans cet équilibre-là? Quand on dit la presse, bon, généralement pour ceux qui ne sont peut-être pas du métier ou bien qui n'ont pas cherché à s'informer, ils pensent que c'est la presse écrite. La presse, c'est tous les organes d'information, la radio, la télévision, la presse écrite, le tam-tam, le griot, tout ça, ça fait partie de la presse. Quel rôle alors cette presse-là peut jouer au sein d'une institution comme l'État où les pouvoirs sont en balancier? La presse dans une société démocratique est un témoin. Et elle témoigne pour qui? Elle témoigne pour ce qu'on appelle l'opinion publique. C'est comme si il y a une conférence ici, vous n'avez pas le temps de venir assister à la conférence,
et vous dites à quelqu'un, va écouter ce qui se dit là-bas et puis tu viens me dire. La presse en démocratie est le témoin de l'opinion publique. Et qui est l'opinion publique? C'est l'ensemble de la société. Voilà le premier rôle de la presse en démocratie. Être le témoin de l'opinion publique. Et vous connaissez le rôle que peut jouer un témoin dans la déformation d'un procès. Si vous avez un témoin qui ment, ça veut dire exactement quoi? Ça veut dire exactement qu'il vous conduira en erreur. Si vous avez un témoin qui a peur de dire ce qu'il a vu, ça veut dire que vous ne saurez jamais ce qui se passe dans la réalité. Si vous avez un témoin qui a choisi de vous dire ce que vous voulez entendre, ça veut dire que vous ne saurez jamais la réalité des choses. Voilà le rôle accordé à la presse en démocratie. La société a fixé ses lois, la société a fixé ses normes, ses codes de conduite qui font du balancier politique, c'est-à-dire de tous ces pouvoirs que nous avons cités là. Ce sont ces lois et ces règles qui font de tout ce système-là une cohérence. Et donc la presse est là, la société dit à la presse, veille à ce que chacun joue son rôle. Quand le président Nixon a triché, le Washington Post a démontré que Nixon a triché. Aux États-Unis, on n'aime pas les tricheurs. Et Nixon, l'opinion publique a dit, ah non, tu nous as menti, toi tu es un tricheur, tu dois t'en aller. Et Nixon est parti. Je me rappelle d'une anecdote que je raconte comme ça, en 90, j'étais aux États-Unis, au Minnesota Saint Paul, et le candidat à l'époque, au Sénat du Minnesota, a été accusé par une fille qui n'était pas un homme respectable. Parce que la fille se souvient que quand elle avait 14 ans, elle avait nagé avec le même sénateur et qui avait tâté ses seins. Scandale, la fille affirme, et on dit non, 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 c'est pour salir le candidat, sinon, machin truc, et puis ça continue. 2 jours plus tard, c'est une prostituée qui débarque de New York, qui dit, mais ce n'est même pas une histoire d'il y a 14 ans. Le monsieur qui veut être sénateur de votre pays, de votre État, eh bien, voilà son numéro de téléphone. Il était dans ma chambre il y a 2 jours quand il était à New York. Elle a fait cette déclaration à la presse, qui a relaté ça, et le monsieur était obligé de retirer sa candidature. Et comme j'étais là-bas pour surveiller, comme on le dit aussi, les élections, j'étais allé dans ce cadre-là, pour voir comment ça se déroulait les élections. Alors, on m'appelle à la télévision et on me pose la question, quelle aurait été la réaction chez vous si on apprenait que le candidat à la présidence chez vous a été indélicat avec une fille il y a 14 ans et qu'il aurait même passé un temps avec une prostituée il n'y a pas longtemps. Comment votre public, comment votre opinion publique allait réagir? Alors, ce n'est pas la peine de leur dire que d'abord on ne dira pas ça chez moi. Et même quand on le dit, ça ne gênera personne. Et je leur ai dit que seulement ça ne peut pas se passer chez moi. Ils disent pourquoi? Est-ce que vos hommes d'État ne sont pas aussi indélicats? Je dis non, 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 ça ne peut pas se passer chez moi. Parce que tout dépend de l'opinion publique. Voilà. Pour vous situer et passer dans l'autre côté, vous dites que tout dépend de l'opinion publique. La presse est témoin de l'opinion publique et la force de la presse dans la démocratie dépend donc de la force de l'opinion publique. L'anecdote est très claire. Aujourd'hui, si on vous dit qu'un de vos conseillers a passé une nuit quelque part, ça ne l'empêchera pas d'être élu. Vous allez trouver que tout cela d'ailleurs est normal
et que c'est le contraire même qui serait anormal, qu'un homme politique burkinabé qui a les moyens, qui a l'argent, qui a le pouvoir, ne puisse pas se choisir les femmes ou les filles qu'il veut. Ça ne gênerait personne. Ailleurs, ça a choqué. Donc, le rôle de la presse n'est pas seulement défini en tant que témoin, mais il est défini ce rôle-là par rapport à la considération et à l'importance que lui donne l'opinion publique. C'est-à-dire, c'était vous, c'est-à-dire moi. Et il n'y a pas longtemps, vous voyez ce qui se passe en France, c'est l'Italie qui a donné l'exemple, où la presse a fait suicider des gens en révélant leur scandale. On révèle à l'opinion publique que vous, par exemple, tel ministre a détourné, tel ministre a fait ceci, a fait cela, et la presse française vient de prendre le pas sur la presse américaine. Parce que il faut effectivement la presse pour assainir le climat politique. Il faut la presse pour éviter le brigandage politique. Il faut la presse pour éviter que le pouvoir politique ne serve les intérêts des individus. Il faut la presse pour éclairer l'opinion publique qui va maintenant réagir. Donc voilà à peu près le rôle de la presse dans la démocratie en tant que telle. Et aux États-Unis, en Europe, un peu partout, dans cette histoire d'équilibre de balancier, vous n'avez pas peur d'agir, parce qu'on ne pourra pas vous taper dans l'ombre, parce que la presse est là pour dire qu'on vous a tapé. Et quand la presse va dire qu'on vous a tapé, quand la presse va révéler cela, il y aura des réactions immédiatement. Voilà le rôle de la presse dans la démocratie. Maintenant, nous sommes au niveau du Burkina, où nous sommes dans un processus dit démocratique. Et moi, j'ai appelé ça le plus souvent la démocratie de Lien. Vous connaissez cette fable où Bouki Lien, se plaignait qu'on gâtait trop son nom, pour dire comme ça entre griffes, que son nom était trop gâté et qu'il allait faire amende honorable en changeant de comportement. Et il a réuni les animaux, il dit, bon, maintenant c'est fini, je change de comportement. Je ne serai plus égoïste, je ne serai plus menteur, je ne serai plus voleur, je serai juste comme vous. Et les gens ont applaudi. Et puis, le lendemain, il va à la chasse avec Luc le lièvre, son ami. Et au cours de cette partie, ils tuent ensemble un caïman et un margouillat. Et puis vient le moment du partage. Et Luc lui dit, bon, tu te rappelles hier, tu disais que tu vas devenir juste, tu vas devenir bon, tu vas devenir chaud, donc il faut en tenir compte dans le partage. Il dit, ça c'est vrai, vraiment, c'est par ce partage-là que tu sauras que je suis devenu vraiment juste. Il dit, bon, la preuve, c'est que je vais te laisser choisir d'abord le premier. Parmi les deux bêtes-là, tu seras le premier à choisir. Ça c'est quoi? Il dit, c'est un caïman. Et celui-là, il dit, c'est un margouillat. Voilà, c'est simple, tu vas choisir. Si tu veux le margouillat, ben, tu prends le margouillat. Si tu veux le caïman, bon, tu prends le margouillat, parce qu'il faut choisir vite. Et moi, je vais prendre le reste. Alors, moi, j'ai appelé cette démocratie-là la démocratie de Lien, parce que si on vient vous demander, vous direz que c'est vous qui avez été le premier à choisir. Mais on vous a dit, si vous voulez le margouillat, vous prenez le margouillat, mais si vous voulez le caïman, vous prenez le margouillat. Choisissez vite et on va prendre le reste. Alors, le problème se pose réellement en ces termes que je ne crois pas, honnêtement, je ne crois pas que tout pouvoir, comme je vous l'ai dit au début, qui n'est pas partagé, peut être autre chose que dictatorial. Le processus démocratique est le processus du partage du pouvoir.
la création de l'équilibre dont nous avons parlé. Il faut créer l'équilibre. Il faut que cet équilibre-là existe. Si cet équilibre n'existe pas, vous ne pouvez pas créer un processus, vous ne pouvez pas l'entamer et vous ne pouvez pas conduire le processus à bon terme, parce que le processus, ça veut dire le démarrage. On doit commencer d'abord par partager. Et comme je l'ai dit le plus souvent, c'était raté, parce que nous sommes allés en candidat unique. Comme Godefroy-Bazé le disait, il s'est évertué pour démontrer que candidat unique n'est pas unique candidat, mais on voyait toujours un. Donc, le démarrage n'a pas été réussi. Nous sommes allés aux législatives où on a trouvé une forme d'embrigadement en jouant sur la fibre de la misère des gens. Parce que quand on arrive à acheter la volonté de quelqu'un à 500 francs, il faut se dire qu'il y a une misère. Elle est matérielle, elle est morale. Ensuite, le reste, vous la connaissez. Quel est le rôle? Quel doit être le rôle? Quel devait être le rôle? Et quel est le rôle actuel de la presse burkinabé? Il faut se dire que nous devons tendre à jouer ce rôle-là, dont nous venons de parler au niveau de l'opinion internationale, aux yeux de la démocratie internationale et tout ça. C'est le même rôle que nous devons jouer, c'est-à-dire être des témoins. Et comme l'enseigne la morale, la déontologie de la presse, au Burkina comme ailleurs, un témoin ne ment pas. Un témoin dit ce qu'il a vu. Un témoin a le courage de ses idées. Un témoin relate fidèlement ce qu'il a entendu. Un témoin ne se laisse pas acheter pour faire un faux témoignage. Donc nous sommes tous soumis à cette règle-là. Alors, mais en tant que journaliste, c'est pas moi qui vais condamner les confrères. Je serais me condamner moi-même. Mais il faut retourner la question autrement. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, opinion publique, lorsque la presse révèle les détournements de fonds? Qu'est-ce que ça vous fait à vous, opinion publique, lorsque la presse dit, par exemple, que telle partie de richesse de notre pays est pillée? Qu'est-ce que ça vous fait à vous lorsque la presse dit que nous nous impliquons dans des conflits inutilement, que nous envoyons des Burkinabés à la mort pour satisfaire des intérêts personnels privés? Qu'est-ce que ça vous fait? Je donne des exemples. Moi, j'ai écrit sur le Libéria en avril 92, lorsque j'ai titré « Libérez-nous du Libéria ». C'était mon premier écrit. Pendant une semaine, j'ai déserté la ville de Ouagadougou. Et c'était du temps mieux pour moi parce qu'on me flinguait si on m'avait vu. C'était un sujet tabou. Mais des Burkinabés allaient y mourir. Des Burkinabés quittaient nuitamment par avion en mission pour Bobo et se retrouvaient à Morovia. Le chef de l'État l'a reconnu plus tard dans l'Observateur, qu'il a envoyé un contingent officiellement de 700 personnes. Combien sont morts dedans? Combien sont revenus? Moi je l'ai écrit, ça fait quoi à qui? À personne. Alors, on peut schématiser ainsi. Donc, voilà une opinion publique, voilà une société qui vous dit, allez voir pour moi et dites-moi ce qui se passe. Vous allez, vous revenez, vous lui dites, ah attention, ici là, on veut te voler. Il dit, oui, oui, c'est très bien. Vous revenez, vous dites, ah attention, ici là, c'est ta vie qui est en danger. Et puis il sommeille. Non seulement, celui que vous dénoncez là, lui, il vous tape dessus, mais l'autre qui vous a mandaté là, ça ne lui dit absolument rien.
Quand les Burkinabés se plaignent qu'ils ont une presse corrompue, que les gens se sont laissés acheter, ces machins trucs, les gens n'ont aucune raison de ne pas se laisser acheter. Je ne vois pas. Si vous n'avez pas quelque chose en vous-même qui vous l'interdit, logiquement, vous devez le faire. Parce qu'on a une opinion publique qui s'en fout. Les gens sont là, oui, ils tirent sur la brochette, prennent la bière, on dit oui, non, c'est pas bon. Non, le régime là, c'est pas intéressant. Alors, quel est le travail de la presse? C'est se faire taper sur les doigts. Vous écrivez une fois, on vous tape dessus. Pendant que ces bons messieurs sont en train de se tirer sur les choses, même quand on touche à leur salaire sans leur dire absolument rien, tant qu'il y a un peu encore pour acheter la bière, il faut que le type arrive à tout racler pour qu'on dise « Ah, vraiment, cette fois-ci, là, il n'y a plus rien. Il faut qu'on voit le cas. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il ne faut pas en vouloir à la presse, il faut en vouloir à une certaine opinion publique qui, moi je donne des exemples. En 72, FESPACO 72, puisque nous y sommes, il y avait la sortie du film Soleil Noir. Soleil Noir, c'est un film qui retrace la vie de Patrice Lumumba et sa mort, et le rôle que le sergent Mobutu a joué dans son assassinat. Alors, qu'est-ce que Mobutu fait? Mobutu téléphone à l'ambassade de France pour dire « Ce film-là, je ne veux pas le voir projeté au Burkina ». L'ambassade de France attrape le Premier ministre Gérard Kangok pour lui dire « On ne veut pas voir ce film-là sur les écrans burkinabés ». Je me rappelle, on était encore élèves, on est sortis avec les syndicats, avec tout le monde. Il y a eu du bruit, il y a eu du tambour, et la Mizana qui ne comprenait rien a convoqué le Premier ministre pour demander « Mais qu'est-ce qui se passe encore ?» On dit « Non, c'est à propos du film là ». Il dit « Quel film ?» On lui explique. Il dit « Mais c'est pas pour mettre sur le mur là, non ?» On dit « Oui, mais faites ça et puis on va avoir la paix. » Et effectivement, on a projeté le film. Le film a été projeté. Quand la Mizana s'est levée, en 1975, il y avait l'axe Kinshasa, Lomé, Ouagadougou. C'était les trois généraux au pouvoir. Et le maréchal Mobutu était encore général, Iyadema général, la Mizana général. Alors, ils ont démontré que le seul pouvoir capable de vivre en Afrique, ça c'est avec les conseils des Français, c'est le régime militaire, et il faut qu'il soit fort. Donc, la Mizana se lève, il crée aussi son parti unique, après avoir dissous la Deuxième République qui n'a jamais fonctionné le 8 février 1974, et les syndicats ont organisé la grève historique du 17 et 18 décembre au niveau du Burkina, où les vendeuses de galettes même se sont abstenues de sortir dans les rues de Ouagadougou. On a organisé la manœuvre et quand la Mizana est montée pour annoncer le renouveau, tout le public est parti. Et la Mizana a renoncé à son renouveau. Et on est reparti sur la base de la démocratie pluraliste. Voilà, en ce moment, il y avait combien de journaux? Il y avait l'Observateur et Kibaré. Il y a Zangbe qui a créé le Soleil. Mais c'était les trois, c'était pas une presse en dehors de l'Observateur après 75 là qui a commencé à faire. Le reste là c'était sur des feuilles comme ça, renotypées et rassemblées. Et les gens achetaient. Les gens achetaient. Donc, c'est cette presse-là, sur des feuilles, qui a ameuté l'opinion publique, qui s'est dressée, et nous ne sommes pas allés au parti unique. Alors, aujourd'hui, nous avons les moyens, on a des grands formats, on a la couleur, et on dit que nous sommes corrompus. C'est vous qui êtes corrompus. Oui, mais honnêtement, en dehors de celui qui peut résister à la corruption, qu'il résiste. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Je discute avec les confrères, ils me disent non, mais c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, rien ne dit plus rien à personne.
Rien ne dit plus rien à personne. Vous avez l'histoire de l'or de Yangologo. C'était de l'or. Les gens ont bouffé. On a attrapé le journaliste enfermé. Parce qu'il a dit qu'on a bouffé. Qui a fait quoi à Bobo? On a dit c'est bien fait, d'ailleurs il fait le malin. Et moi on ne m'a pas enfermé, pourquoi? Parce que, avant de parler de l'or de Yangologo, j'avais d'autres dossiers qui étaient avec moi. Et quand on a voulu, j'ai dit, ah non, si vous vous amusez, je vais parler de ça là aussi. Donc, c'est tout. Donc, le rôle qu'on doit assigner, que les Burkinabés veulent assigner, que l'opinion publique burkinabé veut assigner à la presse burkinabé, dépendra du degré de conscience, de la prise de conscience de l'opinion publique burkinabé par rapport à sa propre situation. Vous avez un pays aujourd'hui qui est complètement partagé. C'est-à-dire tous ceux qui recherchent l'or là, les concessionnaires, je ne parle pas de ceux qui creusent les trous là en Bouddha, non, ce n'est pas eux. Les concessionnaires d'or ont divisé le Burkina, parcellé, chacun a un morceau aujourd'hui. Américains, Anglais, Sud-Africains, machin truc, ils sont tous là. Vous ne les voyez pas, mais ils travaillent. Et ils ne travaillent pas pour vous et moi. Bon, vous allez vous lever, vous allez l'écrire. Vous dites, ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? Lui-même, il parle là, s'il gagne, il va bouffer. C'est comme ça. C'est les réactions. Qu'est-ce que vous voulez que la presse fasse? Alors, nous ferons quelque chose. La presse fera quelque chose dès lors que la presse se sentira soutenue. Moi, j'ai dit, personnellement, j'écris des choses. Personnellement, je révèle des choses. Je ne compte sur personne pour me défendre. Je suis sûr, le jour où on va tirer sur moi, on va dire c'est bien fait. C'est lui d'ailleurs qui croit qu'il connaît plus que les autres là. Il croit que les autres ne voient pas. Nous tous on voit. Mais comme on ne peut pas dire, c'est tout. Ça gêne quoi? À qui? Rien. Les gens vont vous traiter de tous les mots. Qui viennent vous dire, mais vous êtes un imbécile. Prenez l'argent. Le jour où je suis allé un jour à mon compte, c'était la fin du mois, je devais donner le reste de l'argent à l'imprimeur. Je vais pour faire mon relevé de compte. La femme me sort un chiffre. Je dis non madame, moi je ne peux pas avoir ça. Vous plaisantez? Oh. Elle dit mais vous croyez que vous avez plus? Je dis si. Parce que, bon, moi j'avais lu 500 et quelques mille. Je dis, moi si j'ai 500 et quelques mille, je dois payer 1 million et poussière. Non madame, je ne peux pas avoir. Moi je ne suis pas venu chercher l'argent. Donc, je travaille pour pouvoir payer l'imprimeur. Effectivement, c'est ça. Donc, je ne peux pas avoir 500 et quelques mille. Moi, j'ai plus que ça. Madame là me dit, mais vous n'avez pas plus. Je dis, j'ai plus. Comment vous dites que je n'ai pas plus? Moi, je me suis dit, moi j'ai lu 500 et quelques. Alors, elle me dit, bon, venez voir dans l'ordinateur. Je vais regarder dans l'ordinateur. Dans mon esprit, c'est toujours 500 et quelques mille. Je dis, non, madame. Mon argent est plus que ça. Elle dit, ah, vous pensez avoir plus que ça? J'ai dit, mon argent est plus que ça. Elle me dit, donc montez voir le directeur alors. Je monte, je ne vois pas le directeur. Je vois son argent, je reviens. C'est en descendant les escaliers que je lis, c'est 55 millions. C'est pas 500 et quelques mille, c'est 55 millions et quelques. Je relis, 55. Ah. Je reviens, je dis non madame, non, j'ai mon argent là, ne vaut pas ça. La femme l'a dit, bon, écoutez, il faut savoir ce que vous voulez. C'est vous qui étiez là tout de suite, vous plaignant que c'est plus. Maintenant, vous revenez pour dire que ça ne vaut pas. Dégagez, allez savoir ce que vous voulez d'abord. Ah, j'ai dit non, mais vous m'excusez là, parce que, bon... Elle me dit non, venez lire. Je viens lire 55 et quelques millions. Je dis non. Moi, non. Où est-ce que je vais avoir ça? C'est pas possible. On me dit c'est ça. Je suis la filière, c'est ça. J'ai dit mais... c'est pas mon argent. On me dit oui, c'est un donateur qui a requis l'anonymat, il ne veut pas qu'on parle de lui, il veut vous encourager. Il veut vous encourager. Aïe! Avec plus de 50 millions pour encourager quelqu'un, c'est dur. Alors,
Bref, j'ai remis au fameux donateur que je n'ai pas connu, parce qu'on n'a pas voulu me le dire, son argent. Bon. Puis j'ai pris ce que je devais prendre, qui m'appartenait. 2 jours plus tard, il y a un camarade qui apparaît chez moi, qui me dit non, mais tu sais, la chance vient une fois dans la vie. C'est fini pour toi, hein. Tu vas mourir pauvre. Il dit pourquoi? Mais comment tu peux refuser de l'argent comme ça? J'ai dit mais tu sais d'où ça vient? Il dit oui. Il dit mais ça vient d'où? Mais je ne te dirai pas puisque tu n'as pas voulu prendre. Bon. Alors, et quand on y réfléchit, souvent on se dit mais autant prendre ça. Puisqu'on a une opinion publique qui ne... C'est ça, rien ne vous émeut, rien n'émeut personne. Si vous ne pensez pas au nom de votre propre liberté intérieure, au nom de votre propre option intérieure, si vous ne pensez pas à ça, si nous devons penser à l'opinion publique comme la presse internationale le pense, eh bien, vous n'aurez plus de presse comme ça, hein. On s'aligne. Après, quand ça ne va pas, on viendra dire, bon, d'ailleurs, même je n'étais pas le seul, et puis, bon, c'était la situation qui prévalait. Mais, de façon très encourageante, parce qu'il faut finir par une note d'optimisme en attendant qu'on élargisse le débat au niveau des questionnaires, l'ensemble de la presse burkinabé se bat. Vous avez des journalistes qui se battent, qui écrivent des choses qu'ils ne veulent pas. Ils sont nombreux qui écrivent, moi ils me le disent, ils écrivent des choses qu'ils ne veulent pas. Et ensuite, il y a des moments même, ils n'écrivent pas. On écrit et on met leur nom. On signe. Et vous devez accepter. Ou bien vous faites le reportage, vous arrivez, on barre, on change. Et ils sont astreints par le salaire. Ailleurs dans les démocraties, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience qui bénéficie à tous les journalistes. C'est-à-dire si vous êtes chef de journal et que vous obligez un journaliste à écrire ce qui n'est pas la vérité ou à écrire ce qui est contraire à son opinion, il démissionne, il vous traîne devant le tribunal et vous le payez suffisamment pour qu'il vive sans plus jamais travailler. On appelle ça la clause de conscience. Ici, il n'y a pas de clause de conscience. Si on vous leur dit, ici, ils me le disent, on vous dit, si vous ne voulez pas, foutez le camp. Il y a trop de chômeurs. Quelqu'un viendra, effectivement, il y a trop de chômeurs. Donc le monsieur, ils acceptent. Vous avez des journalistes très méritants au niveau du Burkina. Des jeunes qui sont venus dans le métier, qui veulent vraiment aller de l'avant, mais qui n'ont personne pour les protéger. Personne. Si on les renvoie, vous allez tourner devant les tribunaux. Finalement, le dernier salaire, là, vous allez acheter des tapettes avec pour pouvoir marcher. Vous n'allez jamais résoudre votre cas. Donc, voilà ce qu'il y a. Mais il faut rester optimiste. Et comme vous le savez, si vous enlevez la presse dans notre processus démocratique aujourd'hui, là, il reste quoi? Entre nous, enlevons la presse, il reste quoi? Puisque tout le monde est largement rassemblé, il reste quoi? Ceux qui ne sont pas allés encore dans le cercle de rassemblement courent pour venir. Il reste quoi? Rien que la semaine passée, il y a un groupe de petits partis qui se sont réunis et qui, vous allez l'entendre peut-être bientôt par la voix de la presse, si ça marche, qui ont créé un bloc. Ils disent qu'ils ont créé aussi un groupe là, machin. Et quelqu'un que je connaissais qui était dans le groupe, quand la réunion, lui il était là, il lisait, quand la réunion a fini, il dit oui, il faut qu'on tienne bon, il faut que le groupe choisisse. C'est dans ce moment que lui il a levé la main. Et il leur a dit, vous voyez, vous ne me dévancerez pas dans l'ODP. Et il est parti. C'est-à-dire qu'il sait que tout ça là, c'est pour aller dire, voilà, nous, on constitue un truc et on est venu. Il leur a dit, vous ne me dévancerez pas là-bas. Vous allez venir me trouver là-bas. Donc,
C'est pour vous dire exactement ceci. En dehors de la presse, si vous soustrayez la presse, il ne reste pas grand-chose. Mais il vous revient, il vous appartient d'encourager cette presse, de prendre en compte le fait que c'est vous qui l'avez choisi comme témoin, qu'il témoigne. On dit le journaliste est l'historien des temps présents. Il fait l'histoire des événements, il fait l'histoire des choses, il vous rend compte, il vous appartient de réagir. Parce que si vous continuez dans ce sommeil-là, si vous continuez dans cette indifférence-là, vous aurez une presse à la hauteur, j'allais dire, de votre léthargie. J'en ai fini, je vous remercie et on pourra continuer. Nous allons remercier le conférencier pour l'exposé brillant qu'il nous a livré et passer à la phase seconde qui est aussi la phase d'échange fructueux. Et nous rappelons voilà. On va procéder par ouverture de liste. La première liste est donc ouverte. Vous vous inscrivez. Deux questions aux camarades conférenciers. L'autre c'est savoir qui est des citoyens, et maintenant. Oui. On voudrait savoir le motif du départ des citoyens. Le deux, la deuxième question, j'ai vu deux de ces journaux, mais jusqu'à présent, je ne trouve pas une satisfaction. L'événement du 6 janvier, c'est l'événement politique. Soyez plus précis. Qu'est-ce que vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été écrit? Je n'ai pas eu d'information. Ah, d'accord. Tout ce qui est écrit politique, ouais. D'accord. Bon, pour le motif du départ de Sidouaya, là, c'est assez simple. Je suis rentré dans, j'allais dire, dans le ministère de l'Information par voie de concours. J'ai passé le concours d'entrée à l'Institut supérieur du Conseil de l'Entente de l'Université de Lomé en 1979. C'était une grande école de journalisme de niveau universitaire qui regroupait tous les pays du Conseil de l'Entente. Et j'ai passé le concours. C'est comme ça que je me suis retrouvé admis. C'est comme ça que je suis rentré dans l'administration de l'information. Bon, à Sidouaya, c'était assez simple. J'ai été affecté à Banfoura. Et c'est pas que Banfoura soit une petite ville. Non, c'est le Burkina. D'abord, comme il vous l'a présenté, j'ai été instituteur. Ça veut dire que j'ai connu des brousses, même si c'était dans un laps de temps, j'ai connu des brousses qui n'étaient pas de la taille de Banfoura. N'est-ce pas là-bas, madame? C'était mon élève à Barsalro, et c'est pas à côté de Banfoura. Et la raison pour laquelle je ne voulais pas partir à Banfoura, parce que tout simplement, à Banfoura, il n'y a pas de bureau. Et il n'y a rien. Le correspondant de presse va donner ses coups de fil dans le bureau du haut-commissaire. Après avoir soumis son texte à ce haut-commissaire-là, qui barrait ce qu'il voulait et qui vous laissait lire le reste. Bon, disons que c'est pas pour une histoire de me vanter. Mais en matière de journalisme, je crois que ce que j'ai comme diplôme là, au niveau de ce pays, bon, c'est quand même pas petit. Et je trouvais que je suis rentré du Canada, c'était pour servir mon pays. Ce n'était pas pour aller m'asseoir, toucher un salaire. Je l'ai expliqué au ministre.
Mais par rapport à tout ça, la raison profonde était qu'on voulait m'éloigner de Ouagadougou. J'expliquais le journal du jeudi, Boubacar, le directeur du journal, je peux dire que je l'ai initié au journalisme dans la mesure où je prenais ses écrits, je le poussais à écrire, je prenais ses écrits et je passais dans le carrefour africain. Et de temps en temps, on lui payait des petits jours, on lui donnait des journaux. Donc quand il est venu me voir pour le journal du jeudi, pour dire « aide-moi à relancer le journal parce que ça ne va pas », il tirait une fois toutes les 2 semaines. Je l'ai aidé, on a relancé le journal. Si vous le connaissez, vous pouvez lui demander. Je ne lui ai pas demandé un salaire jusqu'à ce que je quitte. Mon principe était de lancer le journal. Donc, mes écrits dans ce journal, comme dans la clé, sont à l'origine de mon affectation. Et c'est pourquoi j'ai refusé de partir. Donc, du coup, j'étais licencié. J'ai fait une demande de mise en disponibilité, comme beaucoup le font. Toutes les demandes qui ont été faites, y compris celles de mon directeur qui Saturnait de la clé à l'époque, ont été retenues et acceptées, sauf la mienne. Chez moi, c'était Banfora ou le licenciement. Et j'ai été licencié. Voilà pourquoi je suis parti. Bon, maintenant, quant à... Vous dites que dans les lectures, certainement que vous ne m'avez pas... Je ne doute pas que vous ayez lu, mais certainement que vous ne m'avez pas bien lu. Sinon, quand je suis... Mon journal a été le seul à dire, après avoir eu des informations, que ce n'était pas un crime politique. Depuis le début, j'ai douté. J'ai fait plusieurs séjours à Ouyougé. Je suis allé jusqu'à la frontière. J'ai suivi les traces, effectivement, du criminel. Je suis venu écrire qu'en fait, c'était un crime banal, un crime de droit commun. Parce que le monsieur, on l'avait arrêté, mais malheureusement, c'est les militaires qui l'ont arrêté. Donc, on n'a pas pu étouffer l'affaire. Et c'est comme ça que je l'ai appris et je l'ai écrit. Et c'est à la suite de mes écrits que ces messieurs qui étaient soupçonnés là ont été élargis. Donc, reprenez les deux. Il y a eu 2 numéros. Il y a eu un premier numéro où je doutais. Parce qu'en ce moment, j'avais enquêté et l'enquête conduisait au crime passionnel. Parce que le monsieur, il n'était pas très gentil avec la femme de son voisin. Donc, j'avais orienté les sources vers le crime passionnel. Maintenant, après, il y a eu cet événement-là, ce délinquant qu'on a saisi, qui s'est évadé de prison, qui a reconnu son crime, mais à l'époque, on a voulu étouffer ça. Et bon, très heureusement, on a pu mettre la main sur l'information et j'ai diffusé. Bon, peut-être que vous n'avez pas eu votre compte, mais c'était comme ça. Donc, je pense aussi. Pour avoir Mathieu, la parole. Bon, d'abord, je vais vous remercier moi, j'ai deux questions qui tournent autour de ce que le conférencier a appelé des indifférences ou des insouciances, je ne sais pas comment il faut appeler. Bon, si j'ai bien compris ce développement, on a l'impression que les gens deviennent de plus en plus inconscients. Pour mieux le dire, deviennent de plus en plus inconscients. Or, ailleurs, on s'est rendu compte que c'est avec le développement, plus les choses avancent, plus les gens prenaient conscience du rôle qu'ils doivent jouer, c'est-à-dire le mieux conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans le processus démocratique. Et c'est ça qui a amené les exemples que la France et la France, etc. Or, chez nous, on a l'impression que quelque chose évolue de mal en mal. Maintenant, ma première question, quelles sont, selon le conférencier, les raisons profondes de l'inconscience en fait? Parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde est corrompu, ou bien être en peur, est-ce un problème, je ne sais pas, de culture? Maintenant, quelles sont, selon vous, les raisons profondes en fait de cette période? Et la deuxième question, qu'est-ce que la presse peut faire
pour conscientiser, pour éduquer en fait. D'accord. Bon, vous n'avez qu'une impression. Si vous êtes au stade de l'impression encore, c'est que c'est un peu grave. C'est un constat. Pour celui qui a suivi l'évolution de ce pays, c'est un constat. Non, c'est pas dire qu'on demande des agitations, des grèves, c'est pas ça. La prise de conscience, ce n'est pas ça. Je vous donne un exemple. C'est l'histoire qui compte. L'une des plus grandes grèves que j'ai suivies en tant qu'instituteur était contre l'achat de 19 Cadillacs au gouvernement de la Deuxième République effectué par Marc Temoko Garango, l'actuel médiateur du Faso. Le pouvoir a commandé 19 Cadillacs qui n'ont pas circulé à Ouagadougou qu'on a revendus. Il était obligé de revendre les 19 Cadillacs parce que l'opinion publique, les syndicats, s'étaient mobilisés pour dire nous sommes dans un pays pauvre et nous ne pouvons pas permettre à nos ministres de circuler en Cadillac. Le pouvoir a revendu ça. Donc, si aujourd'hui vous êtes encore à des impressions que ça ne va pas, ça veut dire que c'est... Non, ça ne va pas, ce n'est pas une impression. Ça ne va pas. Quelles sont les raisons profondes? Certainement qu'il y en a plusieurs. Et l'une d'elles, que vous pouvez découvrir tout de suite, et qui est la principale, c'est en vous interrogeant vous-même. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, qu'est-ce qui vous préoccupe? Interrogez-vous vous-même. Vous allez voir, trouvez la réponse. Qu'est-ce que vous faites? Chacun peut se poser cette question. Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi-même je n'assiste pas passivement à la chose? Est-ce que je ne participe pas? C'est comme je le disais, parlant de la célèbre pancarte que j'ai vue un jour aux États-Unis. La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Vous, qu'est-ce que vous faites? La question est aussi simple que ça. Nous sommes des pères de famille, ou nous avons des frères, ou nous avons des sœurs, directement liés à nous. Quel est leur avenir? Qu'est-ce qu'on leur réserve dans tout ça? Qu'est-ce que nous faisons pour eux? Regardez ces enseignants, quand vous regardez ces élèves qui sortent devant vous, qu'est-ce qui les attend? Est-ce qu'on se soucie d'eux? Vous savez qu'on ne se soucie pas d'eux. Vous savez que ce n'est pas une préoccupation. Qu'est-ce que vous faites? Chacun de nous peut trouver la raison, une des raisons. Parce que vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'enrichir. Moi qui vous parle, si aujourd'hui vous me donnez le pouvoir ou si je réussis à le prendre et que vous me regardez comme vous regardez aujourd'hui là, moi je ferai pire que le chef de l'État actuel. Ils sont tous pareils, les hommes politiques. Tous. C'est la peur de leur peuple. C'est la peur de leurs institutions qui freine les ardeurs des uns et des autres. Mais lorsque vous avez une opinion publique, un peuple qui a choisi de dormir, vous aussi vous dormez, et quand vous vous réveillez, c'est peut-être pour constater que quelqu'un est mort et vous replongez dans le sommeil. C'est pas plus compliqué. On dit chaque peuple a le régime qu'il mérite. Tous les peuples du monde, chaque peuple a le régime qu'il mérite.
Vous voyez, les Occidentaux, ils sont plus individualistes que nous. Si vous allez en Amérique, personne ne se fout de personne. Vous allez en France, personne ne se fout de personne. Mais s'il y a une injustice qui tombe sur quelqu'un comme ce qui était tombé sur la veuve là, vous allez voir comment l'opinion publique va se mobiliser et le gouvernement est obligé de suivre. Alors, voilà la raison profonde. La raison est à rechercher chez chacun. On dit, est-ce la peur? La peur est un sentiment humain. Est-ce que réellement c'est parce que nous avons peur? La peur est un sentiment humain qui répond à l'instinct de survie. Ça existe. Mais est-ce que notre cas c'est la peur? Puisqu'on sait que c'est pas bien, puisqu'on sait qu'on en parle, puisqu'il y a des institutions qu'on dit démocratiques qui ont été mises sur pied, même si vous dites que c'est de façon hypocrite, on dit l'hypocrisie est l'hommage du vice à la vertu. Ça veut dire exactement ceci. Si quelqu'un agit de façon hypocrite, ça veut dire qu'il reconnaît la vertu de ce qu'il a hypocritement habillé. Ok? Donc, qu'est-ce que la presse peut faire? Honnêtement, je vous répondrai que je ne connais plus. Je dis plus, mais pas. Parce que moi, je me croyais que la presse devait chaque jour de marteler, dire, voyez, ça ne va pas ici, là. Regardez ici, là, c'est là que ça croule. Voyez ici, là. Mais la presse aussi a dit ça. Et puis, comme les Ivoiriens le disent, elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'elle peut encore faire de plus? Sauf vous dire peut-être que c'est à votre tour et que la balle est dans votre camp. On continue. Monsieur le Drago Vincent de Paul. Excellente question. Très très excellente. Vous vous inquiétez sur les ressources de la presse. Ça c'est très légitime. Aujourd'hui même, c'est à cause de cette conférence que j'ai annulé un Midi Magazine. Parce que je suis actuellement le président de la CEP, la Société des éditeurs de presse privée. Et j'animais un Midi Magazine pour expliquer les difficultés de la presse. Et je peux vous dire actuellement, dès que j'ai été nommé président de la CEP, ma première des choses, c'est de créer une commission. Prenez et calculez combien de millions notre gouvernement doit à Jeune Afrique Économie. Alors, pendant ce temps, vous avez des journaux comme l'Indépendant qui non seulement sont obligés de réduire leur format, qui sont obligés de supprimer l'encre, qui sont obligés de supprimer beaucoup de choses parce qu'on ne joint pas les deux bouts. Et le camarade Michel me connaît très bien et ce matin encore on en parlait et je lui parlais de ma production d'IAM. Et si vous voulez le savoir, je vais vous le dire aujourd'hui. Moi j'ai démarré mon journal avec ma production de mes IAM parce que j'ai des champs à Léo que je cultive. Voilà, ce matin on en parlait avant de venir dans la salle. Donc, c'est des réalités où vous prenez ça, où vous allez prendre l'argent des donateurs mystérieux, c'est tout. Ça, où vous allez accepter ce que les donateurs ont donné là, sur vos comptes et tout ça, ou bien dans une valise, parce que là aussi ça se fait, on vous amène le truc en valise, ni venu ni connu, allez, on vous remet ça, c'est en liasse empaqueté, et vous foutez le camp. Voilà. Ou vous acceptez ça, ou vous cultivez. Et moi, je suis resté pendant 5 ans, depuis 90 d'ailleurs,
c'est pas comme la télévision ne passe pas ici, j'ai inauguré mon campement de tourisme. Autre fonction, je suis obligé de faire ça. Parce que le journal là, ça donne rien. Et les prix ont doublé. Et on ne peut pas doubler les prix du journal parce que vous-même vous n'avez rien. Au contraire, ça va baisser. Donc, voilà les réalités. Maintenant, qu'est-ce qui garantit la presse? C'est simple. C'est le vent. En dehors du vent que nous respirons, qui nous garantit l'oxygène dans les poumons, rien. Rien. Il y a des gens qui disent, non, lui là, si on le touche, tel pays va faire comme ça. Mais on t'a enterré, il va faire quoi? Il n'y a rien à faire là. C'est tout. Notre meilleure garantie, la meilleure garantie d'une presse, c'est son opinion publique. Voilà. Vous avez suivi l'assassinat du rédacteur en chef, du directeur de la télévision moscovite. Vous avez suivi la réaction immédiate du public qui a obligé le gouvernement à limoger, qui a obligé Boris Yeltsin à limoger des ministres. Voilà, c'est ça. C'est la meilleure garantie. Et nous n'avons pas ça. Non seulement vous ne faites rien pour vous-même, mais vous ne faites rien pour nous. Voilà. Donc il n'y a pas de garantie, c'est comme ça. Monsieur Barry Jacob. Et là, c'est vraiment intéressant. Non, nous ne sommes pas des saints. Rassurez-vous, nous ne sommes pas des saints. Et lorsque vous parlez de culture, vous parlez d'évolution de l'opinion publique. Vous parlez tantôt du peuple qui avait la parole. On ne donne pas la parole à quelqu'un. Quelqu'un arrache la parole. Vous m'entendez? Il n'y aura pas ce régime-là, et il n'est pas encore prêt de venir, qui viendra pour vous dire, monsieur, allez-y, faites comme vous voulez, vous êtes libre. Non. Ça n'existe pas. C'est le peuple qui arrache sa parole. C'est le peuple qui définit les modalités de la parole. C'est le peuple qui prend les garanties de la parole. Si vous voulez voir l'origine de la prise de conscience de ces années dont on a parlé là, vous remontez au 3 janvier 1966. Le peuple a décidé en ce moment de prendre la parole. Et le peuple ne l'a pas lâché jusqu'à ces derniers temps. Donc c'est le peuple qui s'octroie la parole. Tout ce monde que vous voyez, Maurice Yambego, c'est mon parent. Mais il disait, je reconnais le droit de grève à tous les voltaïques, mais gare à celui qui va s'en servir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 3 janvier, les gens s'en sont servis. Et ils n'ont plus lâché. C'est ça. Ce que vous dites là, ce n'est pas que le public est fatigué. Fatigué de quoi faire? Fatigué de dormir? Le public est fatigué. Dites-moi, la fatigue du public vient de quoi? Alors donc pour vous c'est simple. Dès qu'il y a quelque chose et qu'on tape sur quelqu'un, c'est fini, c'est la peur, on range tout au vestiaire et puis on va dormir, on attend, on est fatigué. Vous êtes fatigué de quoi faire? Je me rappelle un de ces tracts de 1975 intitulé Anjula qui disait à la Misana, Koro, Ansegra. Grand frère, on est fatigué. Et la Misana est partie à Dédougou la même semaine. Il a dit, peuple voltaïque, enfant Ansegra. Lui-même il est fatigué. Lui aussi il est fatigué. Il est fatigué. Alors, vous nous rejetez la balle. Soit que le public reste fatigué. Soyez fatigués. Les autres ne sont pas fatigués. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Oui, bon, il y a eu des événements. On a tiré sur X, on a tiré sur Z. Bon, on dit, écoute, tu sais, comme les gars la tirent là, restons à côté. C'est la même peur qui a déifié le régime de Eyadema. Je vous donne un exemple simple. Moi, j'étais à l'école dont je venais de parler à Lomé. Mon premier reportage en 79, décembre 79, le président, guide fondateur, grand timonier du Togo, décide de rabattre les salaires des Togolais de 50%. Décembre 79. On m'envoie un reportage. Et le rabattement du salaire annoncé, le syndicat unique des travailleurs togolais s'est organisé pour faire une marche de soutien. Et à l'époque, un instituteur togolais, plein temps, touchait 21 000 et quelques, puisque j'ai voulu comparer, 21 000. Le policier titularisé avait 12 000 francs de salaire. Les professeurs d'université à l'époque au Togo n'avaient pas pour salaire l'indemnité de logement de leurs collègues au Burkina Faso, en Haute-Volta à l'époque, qui était de 80 000 francs. Ils ne l'avaient pas. Et c'est ce salaire-là que le président guide fondateur, grand timonier, a décidé de rabattre de 50%. Et tous les Togolais, tous les travailleurs togolais se sont organisés pour marcher et soutenir. Qu'est-ce qui se passait? Moi, je ne veux pas marcher. Je sais que ce n'est pas bon. Je vais le voir, je dis, est-ce qu'on ne va pas marcher? Je veux que ça vienne de lui, qu'il dise non. Et moi, je cours voir au niveau du RPT, je dis, ah, moi, je voulais marcher, mais lui, là, il s'oppose. Donc, lui aussi, il connaît. Quand je viens dire, est-ce qu'on ne va pas marcher? Il dit, oui, 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 on va marcher. Et c'est comme ça que tout le monde a décidé de marcher, et moi, on m'a envoyé un reportage. Alors, j'arrive, c'est l'animation, les femmes qui dansent, c'est tout. Au-devant le RPT, c'est la grande fête. Et puis, le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du Togo monte au podium. Le ministre de l'Intérieur, qui s'appelait M. Laclé, le rejoint, fait ouvrir son sac, il enlève le discours qu'il devait lire pour lui donner. Le monsieur, il prend le discours, il parcourt, après il plie la feuille, il a la feuille en main, et il regarde la foule. On avait fait arrêter les tam-tams, les machins. Tout le monde était là, on attendait qu'il lise. Le monsieur était là, il regardait la foule. En même temps, il prend le micro, il tape. Ça résonne. Les techniciens accourent, ils arrangent ça. En même temps, il tord le micro pour ajuster. On court, on ajuste ça. Puis il est arrêté, il regarde la foule. Après, il souffle. Ça marche. Tout le monde attend, on attend le discours, tout est calme. Alors le ministre Laclé qui s'impatiente, qui dit, faut aller. Et le monsieur qui retord encore le micro, on arrange ça. Finalement, il s'arrête, il dit, camarade, moi je ne suis pas d'accord. Et dans la foule, il y en a qui sont sortis, oui, c'est un traître, un vendu à l'impérialisme, machin. Et le monsieur a disparu jusqu'aujourd'hui. Mais Eyadema est revenu sur sa décision. C'est pour vous dire ceci. Si vous allez dormir dans votre case là, et vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va se lever parce que vous êtes fatigué, offrir sa tête à lui pour que vous quittez de votre fatigue et jouir des fruits là, vous avez menti. Il n'y aura personne. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe parce qu'on regarde l'autre. On se dit, il faut que les autres là fassent quelque chose. Les autres c'est qui? Les autres c'est qui? Les autres c'est qui? C'est l'histoire des souris qui se rassemblent pour lutter contre le chat, et la plus intelligente des souris a dit, moi j'ai trouvé, on va lui mettre une clochette au cou, et chaque fois qu'il s'approche, ça sonne et on fuit. Tout le monde applaudit, on arrange la clochette, on ne trouve personne pour aller mettre.
Il n'y avait pas de volontaire pour aller mettre la clochette. Pourquoi on en est arrivé à là? Vous croyez qu'avant là, même si vous n'étiez pas là au temps du régime Maurice, vous pouvez avoir des informations. Le tonton, il ne tuait pas, mais il savait casser les gens. Il savait vous réduire à néant. Il savait faire de vous un rien. Et tout ça, si vous regardez vous-même, vous êtes vous-même, vous avez peur. Vous trouvez des gens qui vous disent, oui, bon, il y en a qui viennent me dire, bon, toi tu écris comme ça là, tu vois, c'est ta femme, tu as ton enfant, il faut songer à l'avenir des enfants. C'est ça. Chacun songe à l'avenir de sa femme et de ses enfants. Et puis il dit, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Moi, je ne vous dis rien. Fatigué ou pas, un jour, vous serez dehors. Parce que la fatigue, là, va partir. C'est parce qu'il y a le minimum encore à bouffer que vous êtes fatigué. Quand vous serez obligé de mettre l'énergie pour sortir chercher à manger, vous ne serez plus fatigué. Et d'arriver à grands pas. Et vous verrez. Bon, alors vous dites, il faut définir les objectifs. Il faut exciter. Il faut même inciter. Tout ça, c'est bien beau. Quand quelqu'un a choisi de se coucher et vous donnez comme tâche de le soulever, vous risquez de dormir avant lui. Parce que vous allez être fatigué, à force de le soutenir, vous allez le poser et vous allonger à côté de lui, et c'est vous qui allez ronfler avant. Ça c'est clair. Vous parlez de la caisse de riz. La caisse de riz. La caisse sur le riz. Qu'est-ce que vous en savez? Vous me demandez des comptes maintenant. Ce n'est pas maintenant. Moi j'avais écrit depuis à la clé, là, Simon et moi on était à couteau tiré. Il m'a même convoqué au palais de justice. Il a convoqué la presse pour dire qu'il va m'emprisonner. Le procès n'a jamais eu lieu parce que j'ai envoyé une copie de ce que j'avais comme document concernant sa caisse et il a retiré la plainte et il est venu me dire merci. Et jusqu'aujourd'hui, on s'entend. Hein? Alors, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? À l'époque, qu'est-ce que j'avais écrit? Il gère à lui seul 25 milliards. 25 milliards, il ne rend compte à personne. Il gère ça de son gré. Il achète le riz là à combien de francs? Il revend à combien de francs? À l'époque, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit qu'il a commandé 5 milliards de riz. Qui ne sont jamais, aucun gramme n'est arrivé au Burkina. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Vous n'avez pas lu ça à l'époque. Alors, aujourd'hui vous dites le riz là. Le riz là c'est quoi? Le riz là c'était avant là. C'est les conséquences de ce que j'avais écrit là qui tombent aujourd'hui. Je l'ai écrit il y a 2 ans pour vous dire. Le monsieur, il est en train de gaspiller. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Qui a fait quoi? On m'a laissé seul avec Simon. Hey, qui a fait quoi? On dit d'abord que le riz là, ça ne vaut pas les 50 kilos. Le riz là, ce n'est pas la qualité qui est dite là. Le riz là, c'est ceci, c'est cela. Qui a fait quoi? On gaspille. Parce que c'est ça qu'on utilise pour financer d'autres choses. Qui a fait quoi au niveau des Burkinabés? Personne. C'est Simon seul qui m'a insulté, il m'a traité de tous les noms. Et à l'époque, il a fallu certains pour le calmer. Il m'a dit, vous pouvez le lui demander, il m'a dit, j'ai chargé mon pistolet, je voulais te descendre. Si ce n'était pas grâce aux autres, hein, c'est des gens qui m'ont attrapé à temps. Moi, j'allais te descendre et il n'y aurait rien. Et il pouvait me descendre et il n'y allait rien avoir. Alors, aujourd'hui, le riz là est fini, l'argent est fini. Vous dites quoi au riz? C'est comme ça. Pendant que vous dites aux gens, c'est nous qui devons nous fatiguer au niveau de la presse. Nous, on a des raisons de nous fatiguer parce que nous travaillons. Pendant que vous dites aux gens, voilà ce qui arrive, voilà ce qu'on fait, ce n'est pas bien, essayez de faire quelque chose, rien. Tout le monde dort. Et maintenant, quand le problème tombe, on dit, ouais, maintenant là, comme ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Rien. Vous n'aurez pas de riz. Le riz là. Vous savez ce qui est en train de se passer. Ils ont libéralisé. C'est-à-dire que l'État là, et pris leur bagage pour le riz là.
Et ils vont revenir par derrière, ils seront les vrais commerçants, puisque ce sont eux qui traitent avec les gens là. Et comme ils connaissent tout le circuit là, ils bloquent, ils augmentent les prix qu'ils veulent. Vous allez repasser au 1000 bouillies ici, si vous ne passez pas par la culture de votre propre riz. C'est en train de venir, le riz ne sera plus à la portée de tout le monde. Voilà. Et c'est grâce au sommeil et aux fatigues que vous avez observées. Bon, on passe Très intéressant pour votre contribution. Mais le multipartisme là, qu'est-ce que la presse souhaiterait comme multipartisme? Le pluralisme politique plutôt. Le pluralisme politique, ce que la presse souhaite, c'est qu'il y ait pluralisme politique. Ce que moi je souhaite, c'est qu'il y ait d'abord pluralisme politique. Parce que c'est ça. Il faut d'abord effectivement qu'il y ait pluralisme. C'est ça, une vraie. Pas un truc de façade. Pas un truc de façade. Il faut qu'on accepte la diversité des opinions, qu'on accepte, et que cette acceptation soit suivie de la prise de conscience de ceux-là même qui émettent les opinions. Aujourd'hui, vous, est-ce que vous pouvez faire la différence entre un révolutionnaire convaincu, vigilant de la révolution d'août 83 et aujourd'hui le même visage, la même personne qui devient un ami de ceux qui étaient des réactionnaires patentés, vil agents de l'impérialisme au Burkina Faso. Où est la différence? L'impérialisme à bas, j'espère que vous connaissez ceux qui ont levé les poings, si vous n'avez pas levé. L'impérialisme à bas, où est l'impérialisme aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont? C'est ceux qui criaient là. C'est ceux qui criaient aujourd'hui. Hier plutôt. C'est ceux qui criaient pour dire pouvoir au peuple, victoire au peuple. M. Simon Comporé, puisqu'on parlait de lui, a dit l'autre jour à Koudougou, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir au peuple, tout le pouvoir au peuple, et il dit maintenant, nous avons le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que la presse fasse? Vous avez assisté à une mutation, à des mues. Et vous faites une erreur grave. Ne liez pas, je vous en prie, ne liez pas le degré de prise de conscience démocratique au taux d'analphabétisme. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Nous pouvons avoir 100% de scolarisation et être exactement au niveau où nous sommes. La preuve, quels sont ceux qui vont acheter les consciences au village? Ce n'est pas des villageois, c'est vous. C'est les intellectuels. Ce sont eux qui quittent avec les sacs là. Vous pouvez dire que les villageois ne savent pas ce qu'ils font. D'accord. Ils ne savent pas lire. D'accord. Mais vous, vous savez lire. Vous êtes des démocrates. Et c'est vous qui polluez l'atmosphère politique. Ce n'est pas les villageois, ce n'est pas les illettrés. C'est vous et moi, les grands intellectuels. C'est nous. Donc, ne liez pas ça. Il ne faut pas lier ça. Non. Que les gens ne sachent pas voter, c'est une question d'habitude. Ce n'est pas ici. C'est partout. Même là où il y a la tradition de démocratie. En Europe, puisque ça change. J'ai donné le cas des États-Unis là. Il y avait des nouveaux ordinateurs qu'on a amenés. Il a fallu enseigner aux gens comment utiliser ces ordinateurs-là pour voter. Ça change. Donc, ce n'est pas une histoire d'analphabétisme. C'est une histoire de prise de conscience. Les paysans savent ce qu'ils veulent, pour peur que nous ne contribuions pas à les polluer politiquement. Vous venez de prendre les municipales. Prenons dans la ville ici. Est-ce que vous avez besoin d'être un analphabète pour savoir qui peut défendre vos intérêts parmi la population? Qui a partagé le sel là?
Le sel et le riz, qui a partagé? Alors, donc, on nous dit toujours oui, on a des populations analphabètes, partout on entend ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous sommes des analphabètes lettrés. Vous comprenez? Nous sommes des analphabètes lettrés. C'est ça. Ensuite, la seconde erreur que vous faites, c'est quand vous parlez de la fonction familiale. Non, ça n'a rien à voir. Même, justement, c'est faux parce que si vous rentrez dans des familles comme le Oyatenga là-bas, vous voyez une famille où les gens ne se parlent plus. Le père est RDA, l'autre est ODP, et on ne se cause plus. Ça existe. Et puis, je vais vous donner une piste pour vous dire qu'on ne tient pas compte de ça. Ma femme est d'Agari. C'est la cousine de Maître Sommet, Anissé, l'avocat. Voilà. Vous comprenez ça? Hein? Ma femme, c'est sa cousine. Vous savez ce que ça veut dire chez les Dagari? C'est la même famille, hein? Et ça fait quoi à qui? Non, laissez tomber ça. Ce n'est pas ça du tout. Et ensuite, quand vous parlez de la peur, vous parlez de la peur qui existe. La peur est née de quoi? La peur est née de la peur des autres. C'est Sékou Touré qui disait que les chefs d'État africains se promènent entourés de chars, de mitrailleuses et d'hélicoptères parce qu'ils ont peur des peuples qui les ont élus à 99,99%. Vous croyez que ceux qui sont au conseil n'ont pas peur? Vous vous imaginez ça? Eux, ils n'ont pas peur. Vous savez qu'ils ont plus peur que vous? Est-ce que vous savez ça? Mais dites-leur s'ils n'ont pas peur qu'ils sortent, qu'ils marchent les mains libres comme nous. Vous croyez qu'ils n'ont pas peur? Alors, on a peur de leur peur. C'est ça. C'est parce que eux, ils ont peur. Ils ont peur. C'est la peur bleue. Ils ont peur. Parce que si vous commencez à dire, à revendiquer quoi que ce soit, ils ne voient pas le bien fondé de ça. Hein? On dit, ah, lui là, il va faire tomber le régime. Vous avez vu la dernière grève des enseignants, le Sinter-Resnes, la dernière fois que nous avons relevé. Pour des accords signés depuis 2 ans ou 1 an, alors, on commence à revendiquer ce qu'on a signé là, on dit non, ça là, ce n'est pas pour rien. Ils font ça là, c'est quelque chose qu'ils visent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont peur. Vous voyez? Alors, il faut vous départir de ça. Il faudrait que, on commence. Le problème n'est pas de vouloir être immortel. On ne peut pas être immortel. Il faut réfléchir, mettez-vous dans la peau, mettez-vous dans l'histoire. Vous croyez que ceux qui nous ont conduits à la petite indépendance et à la suppression des travaux forcés de 56 là, Oufouette, reprenez l'histoire, Oufouette est venu se cacher à Kaya. Oufouette s'est caché à Kaya. On le recherchait pour tuer, Oufouette s'est caché à Kaya. Ceux qui se sont battus avant là, contre le colon là, c'était plus dur que ça. Continuez à avoir peur. Alors vous vous demandez où était la presse en 1988. La presse en 1988 n'était pas libre. Reprenez l'ancien code de la presse. N'importe qui ne pouvait pas créer un journal. Il fallait une autorisation. Et c'est avec des batailles, notamment celle menée par le MBDHP, que ça a été libéralisé. Donc la presse en 88 n'existait pas, parce que c'était encore le Front populaire démocratique, hein, et puis révolutionnaire. Voilà. Il n'y avait pas de presse privée. Il y avait Sidoya, nous étions dedans, mais je peux vous jurer que j'ai fait 1 année sans voir mon écrit dans le journal. Moi j'écris,
on décide que ça ne passe pas, mais moi j'écris. Je suis libre avec ma conscience. On m'envoie un reportage, j'écris, je donne. Le plus souvent, quand on m'envoie un reportage, on me double de quelqu'un. Et nous arrivons, nous écrivons. Bon, on prend le meilleur écrit. Puis, mais moi j'écris. Je fais mon travail, c'est comme ça. On a tous fait ça. Voilà. Donc c'est comme ça. Je me rappelle que j'ai écrit, mon premier écrit dans Citoyen quand je suis rentré des études, c'était un billet contre l'intrus. Un petit billet, un truc court comme ça contre l'intrus. Et j'avais intitulé ça Le mythe du coq de Rostand. Le coq de Rostand pensait que c'est parce que lui il chante que le soleil se lève. Et il dit que le jour où il va se fâcher, il arrêtera de chanter et le soleil ne se lèvera pas. Alors, donc, moi j'avais intitulé ça Le mythe du coq de Rostand. Et puis, l'écrit était, on a trouvé que c'était bien, le rédacteur en chef a trouvé que c'était bien, et on a passé le papier. On avait commencé à tirer les pages de Sidoya, et puis, un coup de fil est venu de la présidence, d'apporter immédiatement le billet. On l'a amené. On dit, arrêtez immédiatement le journal. Le journal s'est arrêté. Ce jour, Sidoya est sorti à midi. Et le directeur Barry David, bon, il a eu très chaud. Et lui aussi, il est arrivé, il m'a dit, bon, c'est moi que tu veux détruire, mais on verra. Alors, et c'est comme ça que mes écrits n'ont plus passé. Parce qu'on soupçonnait toujours qu'il y avait toujours quelque chose de... Voilà. Donc, la presse existait. Elle existait. C'est comme aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a des jeunes journalistes qui ne veulent faire que le travail. Mais il faut les encourager et il ne faut pas désespérer. Le Nigeria a le diamant, le Nigeria a le caoutchouc, et dans le Nigeria, au large du Nigeria, il paraîtrait, là je n'ai pas l'information sûre, il paraîtrait qu'au large du Nigeria, on a découvert l'une des plus grandes nappes de pétrole du monde. Au Libéria, je ne parle pas du Nigeria, Libéria, j'ai dit Nigeria, ok. Donc, au large de Monrovia, il paraîtrait qu'on a découvert, là, il paraîtrait qu'on a découvert l'une des plus grandes nappes de pétrole du monde. Mais ce qui est sûr, tous ceux qui se sont battus au Libéria, ils se sont battus pour leurs propres intérêts. Et la preuve, c'est que beaucoup sont riches. Tous, ils sont tous riches. Bon, vous parlez de l'Irak et de la presse occidentale par rapport aux positions américaines et tout ça. C'est effectif que, en temps de guerre, il y a certaines informations qu'on ne donne pas à la presse, parce que la presse peut les répercuter et l'ennemi peut s'en servir. Ensuite, la presse occidentale a ses problèmes qui sont très différents de notre presse. Mais il y a certains qui profitent de ça pour dire que même en Occident, il n'y a pas de liberté de presse. C'est faux. C'est différent. En Occident, si vous prenez par exemple le cas de la France, la presse, chaque journal a son lecteur, son lectorat. Si vous êtes de l'extrême droite, c'est-à-dire raciste convaincu, hégémoniste convaincu, impérialiste convaincu, xénophobe convaincu, vous avez votre journal en France, c'est le Figaro. La bourgeoisie, l'aristocratie. Si vous tenez le Figaro, celui qui est en face de vous sait à quel homme il a affaire. Clair, il n'y a pas de demi-mesure. Si vous êtes un journaliste qui a ces sensibilités-là, vous allez vous faire engager au Figaro. Par contre, les deux extrêmes, si vous avez l'Humanité, qui est le journal du Parti communiste en main, ça veut dire que vous êtes communiste ou d'obédience communiste, ou en tout cas,
un sympathisant communiste, vous épousez les idées du Parti communiste français et vous lisez l'Humanité. Entre les deux extrêmes, vous avez Libération, qui est un journal socialiste, c'est-à-dire communiste éclairé, comme ils le disent, réformateur, comme le disent les communistes. Vous lisez Libération. Et si vous voulez montrer par-dessus tout que vous êtes le grand intellectuel, l'homme ouvert à toutes les idées du monde, vous lisez Le Monde. Si vous prenez les métros, les trains, les avions en France, tout le monde a Le Monde. Il y en a le plus souvent qui ne le lisent pas, mais qui le tiennent. Et cela pour montrer votre classe. Donc si vous êtes un journaliste qui a des idées ouvertes sur le monde, vous voulez être libre de vous exprimer, vous ne pouvez pas aller chercher à écrire au Figaro. Ah non. Parce que là, il faut épouser les thèses du journal. Chaque journal a sa ligne. Et votre liberté consiste à choisir la ligne qui vous a été donnée. C'est aussi clair que ça. Donc, il n'y a pas d'erreur. Bon, ensuite, la valise du PF. Vous n'avez pas lu L'argent noir? Vous ne l'avez pas lu? Ah, c'est pas censuré, moi je l'ai lu. On ne peut pas censurer un livre. Moi j'ai lu il y a longtemps. Là. Dans L'argent noir, on parle de la valise. Ce n'est pas la valise de Sankara selon ce qui a été dit, c'est l'argent qui a été donné à tous ceux qui étaient là. La preuve, c'est qu'on n'a plus parlé de la valise. En tout cas, on ne me l'a pas donnée. Si vous voulez savoir où elle est partie, moi, en tout cas, on ne me l'a pas donnée. Donc, ça doit être quelque part. Et puis, si vous voulez, vous écrivez un article que moi je vais publier, posant des questions sur la valise. En fait, qu'est devenue la valise et son contenu? Voilà une bonne question. Posez cette question et puis écrivez un article. Je le fais passer pour la semaine prochaine. Demandez où est partie la valise avec tout son contenu. Bon, là le débat sera rejeté au niveau du public. Sinon, dans L'argent noir, on en parle, il est question de la valise. Il y a eu même pire que la valise. Ouais. Il y a pire que la valise. Il y a eu des valises. Ensuite, des cantines. Bon. Vous parlez rapidement de la dévaluation. Tous ceux qui vous ont dit c'est une bonne chose, après qui vous ont dit ce n'était pas une bonne chose. Moi, j'ai écrit pour vous dire que la dévaluation dépassait même le cadre de la France. Ce n'est pas la France même qui a décidé de la dévaluation. La France n'est rien. La France veut nous lâcher. La France veut nous lâcher puisqu'on ne sert plus. Avant, elle cotait son franc par rapport à nos ressources. Il faudrait que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Vous savez qu'il y a une loi, un traité d'accord entre les pays africains de la zone franc et la France. Prenez le cas d'un pays comme le Burkina. Quand vous venez à Ouagadougou, demandez à tous ceux qui logent dans les environs de l'aéroport, quand l'or quitte pourra, il vient embarquer immédiatement pour la France. Ça ne passe nulle part. Parce que le Burkina n'a pas le droit de garder de l'or dans son trésor. Le Burkina n'a pas le droit de garder des devises étrangères dans son trésor. Même quand on est allé à la Révolution. Sankara voulait toucher de ce côté-là, on lui a dit non, non, non. Nous n'avons pas le droit de garder des devises étrangères, nous n'avons pas le droit de garder de l'or. Nous avons ouvert notre compte à la Banque nationale de Paris. Et nous déversons toutes nos richesses là-bas. Et la France nous permet des DTS, des droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire de sortir le papier là qui est à la BCAO, la grande maison que vous voyez là, le papier du CFA qui est là-bas. Là. Il y en a au moins plus de 400 à 500 milliards enfouis dans les sous là-bas. On nous donne l'autorisation de sortir ce papier-là et nous on le sort pour bouffer entre nous. Voilà les réalités. Alors, donc tous les pays africains avaient leur compte là-bas. Vous allez déposer votre or, vous allez déposer votre dollar, et la France vous dit, on garde ça ici, mais si vous voulez par exemple faire du commerce avec les États-Unis, on vous permet de transformer le franc CFA en franc français, hein, on enlève l'équivalent de ce que vous avez posé là, et puis vous faites vos transactions. Ils appellent ça, hein, comment ils appellent, notre statut qui nous permet d'échanger.
notre franc CFA en devise étrangère. C'est l'avantage, il paraît que c'est très avantageux pour nous. Mais aujourd'hui, il se trouve que dans tous nos comptes là, tous nos comptes dans la Banque de Paris sont rouges. Personne n'a plus rien là-bas. Et nous continuons à échanger le franc CFA en franc français. Donc la France perd. C'est pourquoi elle a décidé qu'on va nous dévaluer. Parce que nous vivons trop au-dessus de nos moyens. Et elle a entamé ça pour nous lâcher complètement en 97. Voilà. On sera remercié proprement. Et nous allons rester là entre nous. C'est en ce moment que vous allez comprendre ce que c'est que l'indépendance. Quand j'ai écrit en 92 pour dire qu'on va nous dévaluer, quelqu'un m'a appelé pour insulter. On m'a dit c'est la subversion, que vous voulez inciter les gens à aller contre le régime. C'était en 92 dans la clé. Quand c'est arrivé en 94, c'est maintenant qu'on a commencé à crier. Et je vous dis ceci, prenez-le en compte. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons trop au-dessus de nos moyens. C'est vrai. C'est vrai. Et ceux qui ne se sont pas apprêtés n'ont qu'à s'apprêter. Parce qu'on va repartir en arrière, comme les autres disent, pour mieux partir. Et c'est en ce moment que vous comprendrez que ni la fatigue, ni le sommeil ne peuvent aider à quelque chose. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la France ne peut pas aller à l'écu, c'est-à-dire dans la monnaie européenne, entraînant derrière elle tous ces pauvres que nous sommes qui suivons. Les Européens ne peuvent pas accepter ça. Donc on demande publiquement à la France de se détacher de tout ce monde-là. Ça ne sert plus là. Puisque nous n'avons plus rien, nous sommes endettés. Donc, elle va se détacher de nous. Or, en ce moment, pour acheter sur le marché international, il nous faut des devises. Par exemple, pour acheter le pétrole, pour acheter l'essence, il nous faut du dollar. Donc, il faut que nous vendions quelque chose qui puisse nous donner du dollar. Et je vous jure que ce n'est ni une affaire de Ouattara ni de Boulouaka pour avoir ces dollars à l'extérieur. C'est pas, on n'a rien pour vendre qui puisse nous donner le dollar là. Il faut que nous cherchions. Le peu que l'État va avoir là, l'État va acheter les produits essentiels. Un peu d'essence, mais à un prix tel que il sera inabordable. Donc nous allons revenir à la bicyclette qui est à notre niveau de vie. Il faut imaginer le scénario, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. C'est ça. On a dit entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui tue. Alors vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est le renard libre dans le poulailler vide. Vous n'avez rien. Donc, il faut prendre les choses au sérieux et prendre la dévaluation au sérieux et expliquer les choses très sérieusement. Et ceux qui veulent se battre pour qu'on s'en sorte, qu'ils s'y mettent. Il y en a qui disent, pourvu que le salaire tombe. Je peux vous jurer que le salaire va continuer à tomber. La preuve, c'est quoi? La preuve est qu'après cette dévaluation-là, actuellement, toutes nos banques sont en surliquidité. La BCEAO, j'aurais pu vous amener un truc où la BCEAO leur dit, on ne veut plus de votre argent. Chaque banque n'a qu'à garder son argent. Ils en ont en quantité. Ça a été multiplié, ils en ont beaucoup. Mais le problème n'est pas que le salaire ne tombe pas, mais on ne pourra plus rien faire avec. Moi, je donne toujours l'exemple du Ghana où j'avais un logeur qui touchait 274 cédis. C'était un chauffeur. Mais lorsque vous rentrez chez lui, un fonctionnaire burkinabé à l'époque ne pouvait pas avoir son standing. Et puis, un jour,
pendant que tous les Congolais, le paquet de sucre coûtait 290 cedi. Et mon logeur, toujours avec ses 270 cedi, ne pouvait plus acheter à la fin du mois un paquet de sucre. Si on nous lâche, et la France sera obligée de le faire, on va aboutir à cette situation. Hein? Donc, il faut prendre les choses au sérieux. Vous parlez de la liberté de la presse française, j'ai répondu. Vous parlez de l'ONU et du chômage des journalistes. Bon, vous savez, ceux qui parlent du chômage des journalistes en Occident, c'est différent de l'Afrique. Nous faisons souvent le copyright. Hein? Nous sommes des scripts. C'est-à-dire, c'est la voix de son maître. Bon, vous demandez si l'Afrique actuelle mérite-t-elle la démocratie? Je crois que si vous parlez de l'Afrique, oui. L'Afrique mérite la démocratie. Mais est-ce que les peuples africains méritent la démocratie? Là, la question reste entière. Est-ce que réellement, nos peuples veulent la démocratie? Ah ouais, pour revenir à celui qui parlait de 90% des analphabètes, eux, on leur donne 500 francs, 1000 francs. Mais les grands intellectuels qui sont en haut, on leur donne combien? Beaucoup. Alors donc, c'est pour vous dire que la démocratie là, bon, elle interviendra tôt ou tard parce qu'on n'a pas d'autre voie. Si on nous abandonne à nous-mêmes, il n'est plus question de mettre devant les médiocres. Et puis avant qu'on nous abandonne, tout ce monde que vous voyez là, eux seraient déjà très riches. Le problème c'est ça. Et si on va continuer avec l'achat des consciences, ça veut dire que nous allons aboutir à une plutocratie, le pouvoir de l'argent. Ce n'est pas la démocratie, mais la plutocratie. C'est-à-dire ceux qui ont l'argent font la politique. Exactement comme la France au Second Empire et bien même après. Puisque pour voter, hein, on a instauré le droit de vote, mais pour les riches. Vous payez et vous votez. Ceux qui ne peuvent pas payer ne votent pas. Alors on retourne le truc à l'envers. Pour vous faire voter, il faut payer. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous vote pas. Hein? Et il y a l'exemple de mon voisin, je peux donner son nom, Célestin Zongo de la télévision, qui a eu une belle expérience, parce que je lui avais dit, tu vois, là où l'affaire conduit, là, c'est pas la peine. Il était candidat député sur la liste du PSB, le truc de Alain Zoubouga, là. Ils sont tous du même coin là-bas, et lui, il était de Sabou. Alors il me dit, non, voisin, non, ne t'inquiète pas, j'ai monopolisé mon village. Et puis, ça avançait, il était confiant, on allait le voter, ses tantes, ses oncles s'y ont mis, tout le monde s'y est mis, et puis, bon, tout est bien. Jusqu'à une semaine avant les législatives. Il vient, il me dit, on va aller battre la dernière campagne. Je dis au revoir. Il était parti pour rester là-bas jusqu'aux élections. Il y a sa petite fillette qui vient jouer chez moi. Et le lendemain matin, je vois la petite fillette. Je dis, alors tu n'es pas parti avec papa en brousse? Elle dit non. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle dit, papa est revenu. Il dit, papa est revenu. Je dis, tu mens, Ida? Elle dit, non, je mens pas. Une semaine, ils vont pour battre la dernière campagne et lui, il est de retour. Alors je vais, je tape, on ne répond pas. Je tape, on ne répond pas. Je rentre comme on est familier, je le trouve couché. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, tu es malade? Il ne me répond pas. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez eu un accident en route? Il me dit, bon, écoute, laisse-moi me reposer. Je n'ai pas compris, je suis sorti. Et puis, le lendemain, je suis allé, je l'ai trouvé dans cet état-là, toujours. Je demande à sa femme dit, ah, vraiment, il est rentré, c'est bizarre, bon, nous ne comprenons rien. Alors, 3 jours plus tard, c'est lui qui vient chez moi, puisque moi, il ne veut pas parler, moi je parle plus chez lui.
Alors, 3 jours plus tard, c'est lui qui vient chez moi. Je le salue, il s'assoit. Il me dit, tu vois, moi je ne t'avais pas écouté. Parce que ces villageois-là, c'est des fils de chiens. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, lui il n'a plus de parents, hein. C'est fini. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, son bureau politique, le bureau politique que lui, il a mis en place à Sabou, de son parti, formé de ses oncles, de ses machins trucs, il est arrivé et le bureau politique était absent. Il s'est renseigné, le bureau politique était parti pour distribuer le mil et le sel que l'ODP a donné. Alors, c'est plus la peine de... La situation est claire. Alors, pour vous dire exactement que on va aboutir à cette plutocratie-là avant de reprendre pour la bonne, peut-être pour une révolution dans le sens étymologique premier du terme, c'est-à-dire un changement qualitatif et progressif. Je crois à ça aussi. Bon, la presse d'État et la presse privée, moi je vous ai donné mon expérience dans la presse d'État. Bon, je crois qu'elle mérite quand même qu'on accorde un peu d'importance. Vous ne pouvez pas, c'est la presse d'État là. Bon, moi un jour on m'a dit, mais le directeur m'a dit, mais tu es fou, Zongo. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais qui t'a dit qu'on fait citoyen pour vendre? Parce que moi je lui avais dit, non, ça ne s'achète pas, vous voyez, ça s'entasse. Il me dit, mais je suis fou, qui a dit qu'on fait pour vendre? Ah oui, parce que le coût de fabrication de citoyen à l'époque, avant la dévaluation, c'était 540 francs par journal. On le vendait à 100 francs et ça ne s'achetait pas et on continue à faire. Et demain, ça va être la même chose. C'est pas fait pour vendre, c'est pas... Ça, c'est autre chose. Voilà. C'est la presse d'État, c'est comme ça. Ensuite, vous parlez du sommet de la boule. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier d'une chose. On ne libère pas un homme. Un homme se libère. Personne ne va donner. Un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire, allez-y, vous êtes libre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. Ce n'est pas vrai. Et elle a raison parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit quelqu'un est bien, elle est bien, cette personne-là est bien pour la France. Mais c'est clair là, c'est humain. Si vous défendez les intérêts de la France vous couronne. Maintenant, est-ce que vous défendez vos propres intérêts à vous? Ça c'est autre chose. Est-ce que vous défendez les intérêts de votre peuple? Ça c'est autre chose. Mais dès que vous défendez les intérêts de la France, elle est en droit de faire de vous académicien, pape, machin truc, tout ça, c'est son droit. Il faut pas se leurrer, il faut être clair là. Il faut être clair. On dit, en politique, les amitiés, les relations les plus bonnes se perdent dans l'intérêt comme le fleuve se jette dans la mer. C'est comme ça en politique. C'est une question d'intérêt. C'est pas une question d'amitié. On n'aime personne. Nous sommes tous noirs. Tu as beau te maquiller, devenir luisant. C'est pas ça. Ça ne change rien aux yeux des Français. Tu es un noir. Tu es un colonisé. C'est tout. Et si tu défends leurs intérêts, ils te supportent. Point. C'est pas plus compliqué là. C'est une question d'intérêt. La France a ses intérêts ici. La France défend ses intérêts.
La France aime ceux qui défendent, qui aident la France à détenir ses intérêts. J'ai parlé de mon cas pour aller à Copenhague. En ce moment, le Danemark n'avait pas d'ambassade ici. Leur ambassade qui s'occupait de nous était en France. Je devais faire mon visa pour le Danemark en France. La France m'a donné 24 heures pour faire mon visa en France. 24 heures. Ceux qui connaissent Paris savent que du centre-ville à l'aéroport Charles de Gaulle, il y a au moins 50 km à parcourir. 24 heures, tout en sachant que le visa dans une ambassade, on dépose ça 2 jours avant. Ils m'ont donné 24 heures. Et quand je suis arrivé, l'avion a fait du retard, quand je suis arrivé à l'aéroport, le policier a regardé sa montre et il m'a dit, il vous reste 7 heures, monsieur. Mais c'est normal, c'est juste. Parce que je n'écris pas ce que la France veut. C'est juste. Non, mais c'est normal. Moi, je trouve que c'est... Moi, je ne leur en veux pas. C'est normal. Parce que je connais des journalistes aussi auxquels ils paient des vacances. On paye pour qu'ils aillent faire des vacances. J'en connais aussi. Donc, si moi aussi je veux ça là, j'écris comme eux. Mais à partir du moment où il faut être logique, dans la vie là, il faut être logique. Hein? Chacun doit être logique. Restons logiques. Il ne faut pas dire les autres nous ont fait ça. Personne ne fait rien à personne. C'est chacun qui se fait lui-même ses propres problèmes. Aujourd'hui, là, si moi j'ai des problèmes, c'est normal. C'est juste. Il ne faut pas dire telle personne a tort, telle personne a raison. Il y a d'autres qui ont des récompenses. C'est normal. Nous n'avons pas encore eu un président qui a eu autant de lauriers et de couronnes que le chef de l'État actuel. C'est normal. Nous avons par contre eu la Misana qui a eu des problèmes ici. C'est en 78 que la France a poussé au Houphouët-Boigny à reconnaître le régime de la Misana. 12 ans plus tard. Ça aussi c'est normal. Et j'en parle dans mon numéro qui vient lorsque la Haute-Volta, par Bilal Zagré, a nationalisé le cinéma. La France a décrété le boycott de la Haute-Volta. On a fait 3 mois sans cinéma à Ouagadougou. Il a fallu les films des cinéastes africains. Parce qu'on voulait créer le FESPACO. Parce qu'on avait nationalisé. Et la société Sekma et Komasiko, qui étaient français, perdaient leurs intérêts. La France a décrété notre boycott. Alors, aujourd'hui, elle est là pour dire la francophonie, la maçonnerie, la machin truc. C'est des histoires, c'est une question d'intérêt. Il ne faut pas perdre ça de vue. La Baule, ce n'était rien qu'un théâtre. Un théâtre qui a été bien monté et vous tombez dedans. Personne ne nous donnera la liberté, personne ne nous donnera l'indépendance. Le voleur qui vous vole a raison. C'est vous qui avez tort de vous laisser voler. C'est bon. Carnet d'adresse. Un journal, c'est un métier. On est allé apprendre ça pendant 6 ans. C'est-à-dire que lorsqu'une information tombe, vous devez chercher d'abord à la vérifier en faisant des enquêtes. On fait des enquêtes. On se déplace sur le terrain. On fait un travail de police. On enquête, on interroge, on vérifie soi-même. Et on recoupe les informations. Et une information n'est information que lorsque vous avez la preuve. Si vous dites des choses vraies, tant que vous n'avez pas la preuve en main, ils vont vous attaquer, ils vont vous enfermer. Donc, c'est des sources que vous devez créer vous-même par votre propre déplacement sur le terrain. On donnait le cas de Ouyouguia. Moi, j'étais plusieurs fois à Ouyouguia. Et quand j'ai su que la police avait aussi donné ses instructions, et dès que j'étais au poste de police, j'ai compris ça un peu tard. J'avais des gens qui me suivaient, et quand j'arrive pour causer avec quelqu'un, puisque moi je ne connais pas les policiers, mais les gens de Ouyouguia les connaissent, lorsqu'ils voient un policier qui rôde autour, le monsieur ne parle plus, ou bien il bouge. Alors, 2 ou 3 fois, j'ai compris aussi que c'était comme ça. Et moi aussi, j'ai trouvé ma stratégie.
Je suis descendu avant le poste de police, j'ai marché à pied, je suis rentré en ville. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est pour vous donner quelques... C'est comme ça, c'est des travaux d'enquête et tout ça. Voilà. On se joue souvent comme ça et puis voilà, on arrive. Voilà. C'est tout. Oui. Oui. Bon, compte tenu de la situation, on va falloir arrêter. Arrêter et puis on va... C'est ça. C'est dommage. Bien, nous allons remercier les uns et les autres. Vraiment, nous regrettons parce qu'il était souhaitable d'ouvrir une seconde liste. Moi-même, j'avais deux toutes petites questions, mais je n'ai même pas pu les poser. Mais je pense qu'on aura toujours le temps de se rencontrer. Et nous allons vous remercier d'avoir répondu à l'invitation. Et remercier le conseiller, le conférencier de l'exposé brillant et des réponses satisfaisantes qu'il a fournies aux différentes questions. Et merci une fois de plus d'avoir élevé le niveau du débat, parce qu'il y a des questions qui ont amené des appréciations même personnelles du conférencier avant d'y répondre. Ça prouve effectivement que alors, les questions étaient de taille, ce qui a élevé le niveau du débat. Alors nous pensons pouvoir nous retrouver dans d'autres circonstances pour échanger. Donc merci à tous d'être venus et bonne journée à tous. Ils ont oublié, oh non, non, ils ont assassiné. Ils ont oublié, oh non, non, ils ont humilié. Thomas Sankara, ils ont oublié Davio Amourin. Ils ont oublié Norbert Sango. Ils ont oublié